On a beaucoup parlé du sucre, ses méfaits, ses excès, ses ravages. Pendant tout ce temps, le sel, lui, est resté dans l'ombre. Dans notre pays, nous en mangeons trop. Il est très mauvais pour la santé. Hypertension, maladie cardiovasculaire et rénale, AVC, le sel fait beaucoup de victimes. Il tue même plus de 800 personnes par année en Suisse. Quelle est la dose de sel à ne pas dépasser? Quels aliments contiennent le plus et comment faire pour baisser sa consommation? Pour commencer notre enquête, nous sommes allés voir la professeure Bochu, médecin et spécialiste en santé publique à Lausanne. Une certaine quantité de sel est nécessaire pour la santé, mais en consommer en trop grande quantité est mauvais pour la santé. Ce qui est recommandé actuellement par l'OMS et aussi par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire est une quantité moyenne de 5 grammes de sel par jour, puis que la quantité minimum, elle est un peu moins claire, mais elle se situe aux alentours de 2 grammes de sel par jour. Ne pas dépasser 5 grammes, on en est encore loin. Selon l'enquête suisse sur le sel dirigée par la professeure Bochu, chaque habitant consomme 8,7 grammes de sel par jour. 7,4 grammes pour les femmes et pour les hommes, 9,9 grammes. Comme ils mangent plus, ils avalent plus de sel. Manger trop de sel, quelles sont les conséquences? Ça augmente la mortalité cardiovasculaire, mais ça a aussi un impact sur l'augmentation du risque de développer de l'hypertension artérielle et donc le nombre de personnes qui devront prendre des traitements. Donc ça a un impact non négligeable sur les coûts de la santé en Suisse et sur la baisse de la qualité de vie des personnes qui sont concernées. Selon la dernière enquête suisse sur la consommation de sel, 24% des participants de 15 ans et plus souffrent d'hypertension. À partir de 60 ans, l'hypertension touche la majorité des participants. C'est important aussi de faire attention quand on est jeune, parce que même de petites augmentations de la pression artérielle vont se traduire en un risque augmenté d'hypertension artérielle plus tard dans la vie. Mais d'où sort tout ce sel qu'on avale chaque jour? Surprise, pas forcément de notre salière. Il vient surtout de l'industrie alimentaire. 75% de notre consommation est due aux produits transformés. Il y a différentes catégories d'aliments qui sont plus riches en sel que d'autres, notamment les aliments ultra transformés, tous les pains, les produits de boulangerie, les viandes et les charcuteries, les soupes, les fromages sont des produits qui contiennent plus de sel. Et donc, si on veut limiter sa consommation de sel, on peut manger des fruits et des légumes le moins transformés possible. 5 grammes de sel par jour, ça représente quoi? En réalité, c'est pas tant que ça parce que ça tient dans une cuillère à café. Donc voilà 5 grammes de sel. On parle bien de NaCl, sel de cuisine. Donc ça c'est ta masse, oignon, etc. Ouais. Donc ce que je te propose, tu fais effectivement... Cuisinier de formation, Jérôme Ernaud est enseignant à la Haute École de Santé à Genève, filière nutrition et diététique. Le sel, il connaît. Le thème du jour, cuisiner pour des gens atteints d'une maladie rénale. Avant de faire ces études, vous saviez que le sel, c'est quelque chose de problématique pour la santé? Pas autant. Enfin, on savait que c'était problématique, mais je pense que je ne m'en rendais pas compte quand même l'ampleur et aussi la quantité de sel qu'il y avait dans tous les aliments sans qu'on s'en rende compte. Attention, dépasser la quantité recommandée, ça peut aller très vite. Démonstration. Nous avons élaboré le menu d'une journée. Commençons par les céréales du petit déjeuner. Alors, si on regarde la composition de ce produit en sel, on a 1 gramme de sel aux 100 grammes. La portion recommandée par le fabricant est de 30 grammes. Ces portions recommandées, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est le fabricant qui décide. Mais dans la réalité, on sait qu'en général, les enfants, les adolescents consomment des portions un petit peu plus grosses. Donc, on peut considérer qu'on aurait entre 0,5 et 1 gramme de sel en consommant ce produit au petit déjeuner. Alors, à midi, on a un bowl teriyaki rice. On a 1,2 g de sel aux 100 grammes. Et la préparation fait 380 grammes, ce qui nous donne un peu plus de 4,5 g de sel dans la totalité du plat. On a déjà dépassé les 5 grammes conseillés sur la journée. Et pour les 4 heures, nous avons choisi un produit tendance chez les jeunes.
Alors là, vous avez choisi effectivement une boisson high protéine, sans sucre ajouté, enrichie en plein de choses, en vitamines, mais aussi donc 0,36 g de sel au 100 ml. La boisson faisant 330, ça nous fait effectivement un apport cette fois de pratiquement 1 g de sel. Si le soir on ajoute une pizza avec une belle salade nappée de sauce en bouteille, on arrive à 12 grammes. Cette fois, c'est l'overdose. Pas le choix. On arrête les dégâts, on ira au lit sans manger. Toutes marques confondues, le problème est le même pour de très nombreux produits transformés, y compris les aliments sucrés. Mais pourquoi y a-t-il autant de sel dans les produits transformés ? Nous sommes allés voir une diététicienne de la HESSO Santé à Genève. Le rôle du sel dans l'industrie agroalimentaire ou dans la production des aliments, c'est vraiment un exhausteur de goût. C'est-à-dire que si on n'a pas le sel, non seulement on n'a pas la stimulation du sel, mais on n'a pas non plus tous les autres arômes qui sont ressentis. Donc il y a quelque chose autour de la fadeur, comme ça, on a l'impression que c'est moins goûteux. Il y a un deuxième rôle de conservation. Donc ça permet de limiter l'activité de l'eau et donc le développement bactérien, et donc on prolonge la conservation d'un produit. Et puis il y a un troisième rôle qui est souvent moins connu, c'est aussi celui de l'hydratation et de la texture. C'est-à-dire qu'en gardant les molécules d'eau, le sel permet une certaine texture des aliments. Donc si on n'en met pas, on a moins la texture recherchée par l'industrie agroalimentaire. En Suisse, la loi oblige à indiquer les valeurs nutritionnelles sur les produits alimentaires, mais uniquement sur les produits préemballés, c'est-à-dire ceux sous emballage scellé. Le pain, lui, n'est pas considéré comme un aliment préemballé, donc il n'est pas tenu d'afficher sa teneur en sel. Navrant, il représente tout de même 20% de notre consommation de sel. Certains distributeurs jouent le jeu, d'autres laissent le consommateur dans l'ignorance. Donc là, on a sur les 5 pains, on en a 2 qui ont la teneur en sel qui est indiquée sur l'emballage, de ce que je vois. Donc on est avec des 1,6 g pour 100 g. Et puis ici, on est avec un pain qui a 1,5, donc quasiment la même chose. Donc on est déjà dans les pains qui sont dans la marge élevée en termes de quantité de sel. Et puis pour les autres, il n'y a pas d'indication, me semble-t-il, sur les emballages. Le pain, Marie y a pratiquement renoncé. Suite à une maladie des reins, cette mère de famille valaisanne doit surveiller son alimentation. Elle est devenue experte en sel. Petit tour à la COP, magasin qui, selon Marie, est premier de classe question étiquetage. Je regarde absolument toutes les étiquettes de tous les aliments que je mange. Alors la première fois que je suis allée faire les courses en sortant de l'hôpital, c'était l'enfer sur terre. Je me suis retrouvée dans un grand centre commercial. Je pense que j'ai passé 2 heures à 2h30 pour remplir un sac. Non, ça a été l'enfer. Ça a été hyper angoissant. C'est illisible, c'est écrit minuscule. Alors quand c'est marqué 0,1 g pour 100 g, mais que le paquet il fait 250 g, on doit calculer combien ça fait de microgrammes dans un paquet. Puis si on n'en mange que 2 poignées, enfin c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Mais j'ai envie de dire, l'industrie nous aide pas forcément, quoi. Vous auriez une demande à faire aux industries alimentaires et aux grands distributeurs ? Oui, mais ma demande, je ne sais pas si elle est réalisable. Il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre du sel dans les cookies, du sel dans le lait, du sel partout, en fait. Mettez du sel là où il y a besoin de mettre du sel. Parce que c'est pas un exhausteur de goût, c'est un couvreur de goût. La Confédération partage les mêmes préoccupations que Marie. Berne bataille contre le sel, mais l'industrie alimentaire résiste. Directeur suppléant de l'OSAV et docteur en sciences alimentaires, Michael Baer est convaincu. Réduire le sel, c'est possible.
D'après de nombreuses études, on peut réduire progressivement la teneur en sel des produits. Et les consommateurs et consommatrices les apprécient toujours autant. Cela demande des efforts, revoir les recettes, mais c'est faisable. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire ne reste pas les bras ballants. Mais faute de soutien politique, il fait chou blanc. Nous échangeons de façon intensive avec l'industrie alimentaire. Cela fait environ 10 ans que nous avons commencé, d'abord avec le pain. Concernant les discussions, il y a eu des avancées, mais ça ne bouge plus beaucoup ces dernières années. Les échanges se sont poursuivis avec les représentants du secteur alimentaire, leaders du marché y compris. Les ambitions sont modestes. Dans le viseur de l'OSAV, seulement 4 produits. En 2022, les autorités suisses demandent moins de sel dans les soupes et les sauces à salade. Les industries alimentaires font la grimace. Refus net de signer. 3 ans plus tard, nouvelle tentative. Cette fois, dans les pizzas et les plats cuisinés. Les industriels avalent de travers. Deuxième refus. Seul Aldi est disposé à soutenir les objectifs proposés par l'OSAV. Un effort isolé, sans effet. Nous avons voulu comprendre pourquoi le sujet du sel ne passe toujours pas. Seule la Migros a accepté de nous répondre face caméra. On n'a pas signé la déclaration sur le sel, c'est clair, parce qu'en effet, c'est une responsabilité que nous, on doit avoir par rapport à notre assortiment. Notre assortiment, il est extrêmement différent d'un autre détaillant parce qu'on a 80% de marques propres. Donc, c'est nos recettes. Et c'est à nous de devoir changer ces recettes si elles sont trop salées, d'avoir une influence directe. Et cette responsabilité, elle, incombe à Migros. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas signé cette déclaration-là qu'on ne s'engage pas pour la réduction du sel là où c'est possible. Alors pourquoi vous ne la signez pas si vous vous engagez quand même? Parce que nos mesures s'appliquent à notre assortiment et nous seuls pouvons savoir où il faut agir sur un assortiment dans lequel on a 80% de marques propres. COP s'est caché derrière une réponse écrite. Les objectifs proposés dans leur forme actuelle ne semblent ni efficaces ni réalisables. Nestlé s'est aussi retranché derrière une réponse écrite. Nous étions prêts à signer pour une réduction de sel dans nos sauces à salade en 2022. Mais tel n'était pas le cas de tous les acteurs, si bien que l'accord n'a pas abouti. Alors, l'OSAV travaille depuis 10 ans et dans le dialogue avec les industries alimentaires. Vous ne pensez pas que c'est un peu maintenant le moment d'imposer des lois ? Je pense qu'en matière de promotion de la santé et de prévention, il faut avoir de la patience. Il ne faut pas être trop frustré et dire au bout de quelques années « j'en ai assez ». Il est temps de prendre des mesures strictes. Je crois aussi qu'une réglementation légale ne peut pas fonctionner si la population, l'industrie et la politique ne sont pas prêtes à la mettre en place. C'est beaucoup plus simple et plus rapide d'avancer par le biais d'engagements volontaires et je pense que nous allons continuer sur cette voie. Bref, il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Reste une question. Si on parle vrai, qu'est-ce qui bloque ? Direction la Fédération des industries alimentaires suisses pour comprendre. Nous avons interviewé la responsable de la commission alimentation basée à Berne. À mon avis, ça n'a pas été accepté parce que la réduction de sel dans ces produits-là n'est pas un facteur dans lequel l'industrie veut s'engager et n'est pas convaincue de cette approche de l'OSAV que ça va vraiment aider pour la santé publique en général. En plus, il y a des produits là qui sont soumis à une grande concurrence. Il y a des compétiteurs aussi à l'étranger et une réduction dans les pizzas ou dans les chips ne va pas forcément faire notre population plus saine qu'avant. Il faudrait plutôt leur expliquer qu'il faudrait manger moins de pizza et moins de chips que du chips avec moins de sel. Il faut aussi éduquer des gens et puis leur toujours dire que le sel est un facteur qui peut déclencher des maladies très graves. Vous, la branche, vous craignez des mesures coercitives, c'est-à-dire une obligation de faire baisser la teneur de sel des produits transformés ?
Mais l'alimentation est une affaire un peu personnelle. On veut bien encore garder le choix de consommateur, que chacun choisisse ce qu'il veut manger, combien il veut saler son assiette. Des mesures réglementaires pour des nutriments ou des taux de sel dans des aliments vont très loin. C'est vraiment une restriction de l'économie que la FIAL ne soutient pas, ne souhaite pas. S'engager à réduire le sel de 10% dans 4 produits, ce n'est pourtant pas la mer à boire. Visiblement, les industries alimentaires de notre pays ne se sentent pas sous pression. Elles n'ont pas tort. Elles bénéficient de nombreux appuis. Fin connaisseur de la politique suisse, le conseiller national Pierre-Alain Frédé en sait quelque chose. On sent que dans certains groupes parlementaires, dans certains partis, les lobbies sont, semble-t-il, importants parce qu'on ne veut pas trop déranger l'industrie, créer de nouvelles règles. Des gens défendent quelque part leur précaré et puis souhaiteraient que rien ne change en se contentant peut-être de mettre quelques informations sur les paquets, en laissant aux gens le libre choix. Mais ça, c'est vrai que c'est difficile. Donc là, ce serait intéressant d'avoir des directives précises avec des objectifs et puis qu'il y ait un accompagnement de ces mesures dans l'industrie pour arriver à des normes acceptables. En Europe, le ton a changé. Depuis 2010, on observe un glissement des mesures volontaires vers des dispositions législatives, voire fiscales. Mais là-bas aussi, le bras de fer continue. Nous sommes allés à Bruxelles, au Bureau européen des unions de consommateurs, pour en savoir plus. Est-ce que l'industrie en fait assez ? La réponse est non. Et c'est un point important. C'est pourquoi nous avons besoin d'une réglementation obligatoire. Nous avons déjà des exemples de pays où ces politiques ont été mises en place. Et nous avons la preuve qu'elles ont été couronnées de succès. Autrement dit, il faut agir, car on sait que ça marche. On peut reproduire ces modèles dans de nombreux pays. Les exemples à suivre existent. Le Bureau européen des unions de consommateurs fait autorité. C'est la voix de 45 associations nationales, dont la Fédération romande des consommateurs. Elles sont la voix de millions de consommateurs. Samuele Tonello est conseiller principal en politique alimentaire. Je pense qu'exiger des industries un comportement vraiment éthique est presque impossible. C'est comme demander à un lion dans la savane d'arrêter de chasser. Dans notre système économique, pour survivre, les entreprises doivent souvent maximiser leurs profits. Et pour maximiser les profits, elles doivent vendre un maximum de produits. Et pour y parvenir, il faut des produits qui aient le meilleur goût possible. Le sel est un moyen très bon marché de rendre un produit plus attrayant. Donc, si vous voulez qu'il ait meilleur goût, vous augmentez la quantité de sel. Si vous devez améliorer le goût avec des herbes, des épices ou d'autres procédés, cela peut coûter plus cher. Et c'est là que ça se complique. Comment limiter la consommation de sel ? Car d'une certaine manière, le sel agit un peu comme une drogue. On s'y habitue et on en devient dépendant. Plus on en consomme, plus la nourriture paraît fade ou n'a pas de goût quand il y a moins de sel. En matière de sel, dans les instances européennes, c'est un duel de couloirs entre émissaires de l'industrie alimentaire et défenseurs des consommateurs. Un combat inégal. Plusieurs lobbies s'efforcent d'empêcher la mise en place de ces politiques. Le problème, il s'agit du combat de David contre Goliath. Pour un acteur comme moi qui travaille pour une ONG, en face, il y a 10, 15, 20 lobbyistes. Ce n'est vraiment pas un combat équitable. Et si je perds, je sais pourquoi. Retour à Berne. Préoccupé par la santé publique et le porte-monnaie des citoyens, le conseiller national Pierre-Alain Frédé, médecin de profession, va déposer une interpellation concernant le sel lors de la prochaine session. Son but, mettre le sel sous les projecteurs. Où en est-on ? Que faudrait-il faire ? Et comment y parvenir ? Il faut que, dans le domaine de la santé, on ne soit pas là que pour payer
on va dire, les pots cassés et les maladies, mais faire de la prévention. Et ce n'est absolument pas la priorité actuellement. Malheureusement, pas assez. Vous aviez des thématiques différentes aussi, soit des produits... Retour au cours de cuisine de la HES Santé pour apprendre à cuisiner moins salé. Pour maîtriser sa consommation de sel, il faut limiter les produits transformés et cuisiner des aliments frais. Ok, bravo à vous. Bon, vous avez vu, on est sur des thématiques quand même qui sont plus compliquées que ce qu'on a fait jusque-là, je vous avais dit. Donc on a parlé du diabète il y a 2 semaines, on est sur de la néphrologie, vous avez fait des calculs, donc des choses assez précises. Vous avez tout goûté, vos préparations? Oui? Comment ça va? Parce que c'est donc très peu salé, etc., mais ça passe? Avec la réduction en vin rouge, ça apporte pas mal de goût avec les épices, donc on n'a pas eu besoin de mettre trop de sel. Ok. Quand on cuisine, oui. Comment éviter d'ajouter du sel? Alors, il y a pas mal de techniques de cuisine qui permettent de développer les arômes, de développer les saveurs, sans pour autant devoir rajouter du sel. Toutes les techniques qui consistent à apporter une forte chaleur aux aliments, griller, saisir, braiser, etc., sont des techniques qui vont développer des saveurs. D'ailleurs, vous l'avez probablement testé, une viande grillée n'a pas le même goût qu'une viande bouillie. On peut utiliser toutes les techniques, par exemple, de cuisson basse température, de cuisson à la vapeur, de cuisson en papillote. Donc ça, c'est des techniques qui sont couramment utilisées pour réduire effectivement les apports en sel. Alors, le monde des épices est un monde magique, autant les utiliser. Il y en a beaucoup, et c'est même très intéressant de les utiliser, de les marier, de les connaître, de les comprendre. Les herbes aromatiques sont très intéressantes, plutôt en version fraîche. Le diététicien cuisinier a une panoplie de conseils en réserve. Il signale l'intérêt des huiles aromatisées, au romarin ou à l'ail par exemple, ajoutées sur un aliment au dernier moment. Et la palette de vinaigre, de fruits ou aux épices, de plus en plus variée et intéressante. Il a encore d'autres astuces sous la toque. De temps en temps, d'apporter un petit peu de sucré dans une recette, ça peut être intéressant. Je pense au miel, je pense au sirop d'érable, ces produits-là. Vous avez bien entendu les jus d'agrumes qui sont intéressants. Les alcools, ce n'est pas l'éthanol qui nous intéresse, c'est les parfums qu'ils vont pouvoir amener. Et je vous rappelle que le flambage est aussi une technique super intéressante pour amener des saveurs dans un plat. Que pensez-vous de l'ail et de l'oignon? Parfait, utilisé en abondance. Mais d'ailleurs, la plupart des recettes traditionnelles utilisent de l'ail et de l'oignon. Vous savez en combien de temps notre palais peut s'habituer? Alors, il y a quelques travaux et quelques ouvrages qui parlent de ça. En fait, on conseille simplement de réduire les consommations petit à petit. Et on arrive comme ça, autour d'un mois, 1 mois et demi, à avoir effectivement une diminution de sel qui peut avoir pratiquement diminué de moitié. Revenons dans la famille de Marie. À cause de sa maladie des reins, elle n'a pas le choix. Elle évite un maximum les produits transformés et cuisine des produits frais. Au début, quand on enlève le sel, on a l'impression que tout est fade. Et puis avec le temps, les papilles gustatives redécouvrent en fait le goût des aliments, qui sont finalement déjà un peu salés naturellement. Donc c'est pas qu'il y en a plus du sel, c'est qu'il y en a moins. Je m'y suis habituée, c'est plus une restriction. J'ai plaisir à manger sans sel. Tout est bon sans sel, en fait. Il y a un vrai goût. Je mange des légumes à la vapeur, je les sale pas. Ils ont les goûts du légume. Ils n'ont pas le goût du bouillon. Parce que finalement, ça fait qu'on a des goûts qui sont complètement faussés. Et puis, mes papilles gustatives et celles de ma fille se sont redéveloppées. Et c'est vachement intéressant. En combien de temps? Elle, il lui aura fallu bien 6 mois. Et puis moi, je pense qu'il m'a fallu 2 mois. Ça fait combien de temps que tu manges avec moins de sel? 3 ans, à peu près, ouais. Au début, j'avais un peu de la peine à m'habituer. Qu'est-ce que tu faisais? Je rajoutais du sel dans les plats. Et puis maman, elle était énervée. Elle se disait, mais moi, je dois manger sans sel, je suis obligée. Puis elle rajoute du sel à côté. C'est bon avec moins de sel? Oui, c'est la même chose, en fait. On s'habitue tellement vite que... Et quand tu manges ailleurs qu'à la maison? Des fois, c'est vraiment, vraiment salé. C'est presque immangeable. Fast food? C'est compliqué. Avant, j'en mangeais, puis maintenant, j'en mange quasi plus.
Parce que c'est pas bon au final. C'est tellement salé, je vais au McDo, je mange des frites, c'est horrible. Non, j'y vais plus, je pense que c'est mieux comme ça.